Bonjour, vidéo numéro 15 sur les différents types d'appareils. Donc cette chaîne s'adresse à deux types de personnes, les personnes qui n'ont pas d'appareil photo, les personnes qui veulent commencer la photo et ne savent pas exactement où ils s'en vont. Et donc c'est quasiment la première vidéo qui les intéresse. Et les 14 premières, ils iront les voir après. Et puis les personnes qui ont peut-être éventuellement déjà un appareil photo et qui commencent à se dire que tiens, ils changeraient bien d'autres choses. Et voilà. Donc les types d'appareils photo, il y a plusieurs. J'ai repéré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 types d'appareils photo différents. Et donc on va les passer en revue. Je verrai au montage si je peux insérer des photos des différents appareils. Au début j'avais pensé vous montrer quelques-uns des miens, mais comme il se trouve que je n'ai pas exactement des appareils dans toutes les catégories, ça aurait été assez chaotique à faire et ça m'aurait demandé beaucoup de boulot de déplacer tout ça et pour vous montrer tout ça. Et après tout, c'est d'un intérêt moyen. Donc on va commencer. Donc on va pouvoir considérer deux types d'appareils photo de base. On va pouvoir considérer les types fermés et les types ouverts. Alors, par rapport à l'utilisation, par rapport au potentiel que l'on va pouvoir avoir après, donc on va avoir les types fermés, voilà, et les types ouverts. Voilà. Alors, dans les types fermés, ce que j'appelle les types fermés, ce sont des appareils qui fonctionnent dans un système, au sens industriel du terme, dans un système fermé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas destinés à évoluer, ils ne sont pas destinés à pouvoir augmenter leur capacité en utilisant des accessoires spécifiques ou des accessoires tierces ou des choses comme ça. Donc typiquement, on va trouver par exemple les smartphones. Les smartphones en soi, ils sont faits pour être utilisés tels quels et les gammes d'accessoires destinées aux smartphones sont quand même très très réduites. Alors effectivement, il y a des petits compléments optiques qu'on peut mettre devant, mais c'est quand même pas terrible comme résultat et c'est un thermocouteur sur une jambe de bois, aurait dit mon arrière-grand-père. Bon, donc le smartphone, donc j'ai listé les avantages et les inconvénients. L'avantage, c'est qu'on l'a toujours avec soi. Et donc du coup, c'est un avantage et un inconvénient, parce que du coup, si vous êtes baladé pour aller faire des photos et que vous voulez être tranquille, vous avez quand même votre téléphone avec vous et on peut vous joindre et vous ennuyer et vous déranger pendant que vous êtes en train de faire des photos. Voilà. Les appareils, là on est en 2019, il y a des appareils comme les UA Pro, machin chose, avec des optiques Leica, ça dépote quand même pas mal, la qualité optique commence à être bonne et choses comme ça. Donc, dans les avantages, j'en ai listé 3, donc on les a toujours avec soi. Il y a la possibilité de compléments optiques, mais entre les 5 compléments optiques sur eBay venant de Chine pour 2,50 € et les compléments optiques faits par Zeiss à 500 € pièce, je pense qu'il doit y avoir une différence de qualité certaine entre les deux. Donc on a la possibilité de compléments optiques et puis bien sûr si vous faites de la photo pour mettre sur Instagram et sur les réseaux sociaux, c'est exactement ce qu'il vous faut et c'est parfait pour ça. En inconvénient, j'ai listé 3 points aussi. La qualité extrême, c'est-à-dire que si vous voulez faire un tirage, un agrandissement, c'est pas évident que les millions de pixels promis sur la fiche technique se retrouvent sur le tirage. Il faut voir.
La sauvegarde des photos est pas forcément évidente parce que les, le transfert des fichiers n'est pas forcément évident. Et sortir la carte mémoire qui est dedans, que l'on peut mettre, qui n'est pas. Enfin bon, donc sortir les fichiers du téléphone n'est pas évident. N'est pas évident physiquement, n'est pas évident informatiquement parlant. Très peu font du RAW, font du fichier RAW. Alors je ferai certainement une vidéo sur fichier JPEG, fichier RAW, mais c'est un épiphénomène. Si vous avez la possibilité de l'enregistrer en fichier RAW, faites-le. Et les systèmes de zoom sont des zooms numériques et c'est assez merdique quoi en fait. C'est pas terrible comme système. Un échelon au-dessus, ça c'est un segment qui tend complètement à disparaître, c'est ce qu'on appelle les compacts. Alors les compacts, ce sont des tout petits appareils, toujours l'objectif n'est pas interchangeable, dedans il y a des zooms qui sont éminemment variables, et ça tend à disparaître parce que c'était détrôné par les smartphones. Donc les compacts, en point positif, ça tient dans une grande poche, c'est efficace, ça peut être redoutablement efficace pour certains modèles. Certains sont étanches, donc on a quand même une bonne qualité, on a une qualité qui est meilleure que celle du smartphone, mais ça tend à s'atténuer la différence, et certains, par exemple chez Olympus, vous avez des appareils qui sont étanches, donc vous pouvez aller au bord de la plage, sur un bateau. Pour certains, faut lire la doc technique, il y en a certains qui me permettent même d'aller sous l'eau et de plonger. Voilà. C'est les Olympus TG4, TG5 et des choses comme ça. À vérifier. Par contre, bon, la qualité optique, c'est pas encore ça. Les qualités extrêmes, donc pour les photos de nuit ou des choses comme ça, les photos en soirée, comme c'est un tout petit capteur, hein, c'est un capteur un peu plus grand que les smartphones, mais c'est un tout petit capteur. Donc c'est très bruité dès qu'on monte dans les ISO, vous avez beaucoup de profondeur de champ parce que c'est un tout petit capteur et des tout petits pixels. C'est relativement fragile. Alors les compacts, quand on le met sur off, l'objectif se replie et il y a un bouchon qui se ferme automatiquement. Et en général, les systèmes de bouchons à clapet et les objectifs qui rentrent et qui sortent, c'est une plaie. Ça tombe souvent en panne, ça dure pas très longtemps. Le clapet s'esquinte dans les poches ou s'esquinte dans les sacs à main et choses comme ça. Donc, faut pas s'attendre à garder ça 2 ans, 3 ans avant d'avoir des soucis, ou alors c'est que vous ne vous en servez pas. Ensuite, toujours un peu plus gros, toujours objectif non démontable, donc système fermé, c'est ce que j'appelle le système fermé. On a ce qu'on appelle les bridges. Alors les bridges, c'est une invention du marketing qui se sont dit, bah tiens, finalement, les gens achètent des réflexes, mais quand ils achetaient un réflexe, ils achetaient pas d'optique, ils achetaient juste l'optique avec laquelle était livré l'appareil et n'en achetaient pas d'autres. Donc ils se sont dit, bah pourquoi s'embêter à faire une baïonnette qui se monte, qui se démonte et ainsi de suite. On va faire un ensemble qui va être soudé compact et puis les gens seront heureux. Et donc ils ont inventé le bridge. Donc ça s'est inventé il y a relativement très longtemps, puisque si on remonte chez Nikon aux années 50-60, il y avait la série des Nicorex, dont un était avec un zoom 43-86 mm en 24-36. Hein. Et donc voilà. Alors le bridge, il y a quand même des avantages, il y a aussi des inconvénients. Donc l'avantage, c'est idéal pour le voyage organisé, parce que vous avez un capteur qui commence à être d'une taille intéressante. On est très en dessous de la taille de l'APS-C, on est d'accord, mais on commence à avoir une taille de capteur qui est intéressante, donc on commence à avoir une qualité d'image qui commence à être bonne, et c'est idéal pour les voyages organisés parce que ça prend pas de place, ça prend pas trop de place,
vous n'êtes pas tenté d'avoir une panoplie d'objectifs supplémentaires. Et donc c'est facile à ranger dans le petit sac, à mettre dans la galerie au-dessus du fauteuil dans le car, et puis à descendre, à aller photographier sa pyramide, sa pagode, son souk, et puis on remonte dans le car, dans l'autobus, et choses comme ça. Donc voilà, donc c'est tout en un, il n'y a pas ou peu d'accessoires, éventuellement il y a des compléments optiques qui se vissent à l'avant, donc ça c'était Olympus qui faisait beaucoup ça, mais voilà. En inconvénient, j'ai marqué, on a une taille identique au réflexe. Et effectivement, les bridges ont volontiers une taille comparable au réflexe. Alors pour deux raisons. D'abord parce que ça flatte le propriétaire d'avoir quelque chose qui ressemble à un appareil photoréflexe, et donc du coup il se sent valorisé, et ça permet de vendre à caractéristiques identiques un objet plus cher que sa qualité réelle. Ensuite, par des problèmes mécaniques et des choses comme ça, parce qu'il y a un système de miroir réflexe ou des choses comme ça, donc il y a quand même de la mécanique à mettre dedans et des choses comme ça, et c'est pas facile à miniaturiser, ou alors ça coûterait trop cher. Donc souvent, la taille identique à un réflexe, c'est comparable, effectivement, si on prend les réflexes d'entrée de gamme qui ont des toutes petites poignées, qui ont des tout petits capteurs, des choses comme ça. Voilà, alors je suis en train de percevoir que mon focus, il est barré. Voilà, tac, alors il va raccrocher, oui, il a raccroché, voilà. Et donc c'est un peu plus net. Bon. Les zooms sont généralement trop gros et avec des FD trop sombres. C'est-à-dire que comme on vend ça à des gens qui n'y connaissent rien, on essaye de leur vendre quelque chose qui est flatteur. Donc on vous vend des amplitudes de zoom totalement démoniaques qui vont vous servir éventuellement une fois pour essayer, une deuxième fois pour essayer, et puis c'est tout. Et puis de temps en temps, une fois au zoo pour aller photographier un oiseau, un singe qui est au fond de sa cage, qui est au fond, pas de sa cage, mais qui est au fond, qui est sur son arbre, des choses comme ça. Et voilà. Donc les optiques sont volontiers excessives dans leurs caractéristiques sur les amplitudes de zoom, des choses comme ça, et donc de qualité médiocre. Et donc c'est pas ou peu exploitable. Et puis comme on veut faire quelque chose de pas cher, ou que l'on veut limiter les aberrations, ou limiter le nombre de lentilles, et bien, enfin qu'on veut limiter le nombre de lentilles et aussi limiter les aberrations et des choses comme ça, donc on se retrouve avec des F sur D relativement sombres, et ce qui fait que on a beaucoup de profondeur de champ et beaucoup de bruit, parce que on expose parce que le F sur D est fermé, donc on est obligé de monter les ISO pour obtenir une vitesse acceptable, pour éviter qu'avec la longueur de focale, la photo soit bougée. Il y a des boutons multifonctions, donc finalement ils ont des modes d'emploi qui sont pas très clairs, avec des fonctions cachées. Je pense notamment à Panasonic. Voilà, sur Panasonic, vous avez une seule molette pour changer la vitesse, et puis quand vous voulez changer le diaphragme, il faut appuyer dessus pour lui dire clic, on change de fonction. Alors quand on le sait, ça va, mais quand on le sait pas, et parce qu'on n'a pas lu le mode d'emploi et trucs comme ça, on se dit bah, je comprends pas, je peux changer la vitesse mais pas le diaphragme. Enfin, comme d'habitude, il faut lire le mode d'emploi. Hein, voilà. C'est cher par rapport, c'est vendu plus cher que par rapport à ce que ça vaut. Et puis en dernier point négatif, j'ai marqué la taille du capteur, parce qu'effectivement vous avez des tout petits capteurs, et donc qui font la moitié de la PSC pour les plus grands, voire plus petits, et donc c'est rapidement bruité, parce qu'il faut rapidement monter en ISO et ainsi de suite, et voilà. Donc si vous êtes intéressé par ce type d'appareil fermé, eh bien peut-être que ça vaut plus le coup de s'offrir un smartphone avec une partie caméra, une partie appareil photo un peu mieux que celui dont vous auriez besoin normalement.
et plutôt que d'aller dans le compact ou dans le bridge, parce que et ben, au moins votre smartphone il vous servira aussi à téléphoner, et finalement c'est pas mal. Et quitte à rester dans un système fermé, autant ne pas dépenser dans cette optique-là, dans cet investissement-là, parce que si vous aimez les photos que vous faites au smartphone, et bien après vous trouverez la motivation pour aller vers un appareil plus ouvert. Voilà. Dans les appareils ouverts, ce que j'appelle appareils ouverts, ce sont les appareils dont on peut changer les objectifs. Le fait de pouvoir changer d'objectif est vraiment une liberté à la création, à votre potentiel créatif. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité, éventuellement, d'acheter un autre objectif, de changer de qualité d'objectif, de changer de capacité d'angle de champ de votre objectif, de changer éventuellement vers une ouverture plus importante, un objectif qui va être plus ouvert, qui va vous permettre ainsi d'avoir des flous d'arrière-plan différents que l'appareil de base ou choses comme ça. Donc ça va vraiment vous permettre éventuellement de vous amuser un peu plus, d'adapter facilement votre matériel à vos besoins, à vos envies, à vos fantasmes et forcément à votre budget. Voilà. Puis de toute façon, sans budget, il n'y a pas de photographie possible. Alors, la photographie gratuite, je ne connais pas. Donc les appareils ouverts, c'est pareil, là on les range en différentes catégories, donc que je vous ai listées là. Et voilà. Donc la première catégorie d'appareils photo à objectif démontable que l'on va trouver, ce sont les hybrides. Alors les hybrides, c'est une nouveauté qui commence à avoir une petite dizaine d'années quand même, la nouveauté. Ce sont donc des appareils que l'on appelle aussi mirrorless, donc c'est de l'anglais, hein. Ça veut dire sans miroir, à défaut des différences des réflexes qui eux, des réflexes optiques du moins, qui eux ont un miroir. Donc en fait, l'avantage des hybrides, c'est que vraiment on va trouver dans différentes tailles de capteurs. Donc ça, c'est une des grandes qualités de l'hybride, c'est que, et d'ailleurs je l'ai marqué là, on peut le trouver sous différentes tailles de capteurs. Alors par exemple, il y a la taille CX, là, qui est un tout petit capteur comparé aux autres, c'est quasiment le plus petit des capteurs des hybrides que l'on peut trouver, qui est en fait ici un facteur de crop, donc allez voir la vidéo sur le facteur de crop, qui a un facteur de crop de 2,7, voilà, de 2,7. C'est-à-dire qu'un 10 mm sur un Nikon One, donc c'est essentiellement Nikon One qui fait ça, Nikon qui fait ça dans la série One. Donc il y a le One J1, J2, J3, J4, J5, et puis après ça s'appelle V1, V2, V3, et puis je crois que ça s'est arrêté là. Hélas, c'est une série qui s'est arrêtée. Je dis hélas parce qu'il y avait du potentiel. Et le capteur, il est à peine plus grand que le film que l'on utilisait dans les caméras 16 mm du temps de l'argentique. Et donc du coup, on peut monter dessus des objectifs de cinéma de caméra 16 mm qui peuvent donner des rendus intéressants. Voilà. Moi j'en ai un comme ça et voilà, je m'amuse bien avec, c'est sympa. Donc après vous avez d'autres formats, vous avez le micro 4 tiers qui lui a un facteur de crop de 2, c'est-à-dire qu'à 25 mm va cadrer comme à 50 mm en 24-36. Après on a l'APS-C avec un facteur de crop qui est en général de 1,5. Alors chez Canon, il doit y avoir l'EOS M qui doit peut-être être en facteur de crop de 1,6, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas très Canon.
Et puis, il y a des mirrorless, bien sûr, 24-36, hein, comme les séries des Sony Alpha, pour les plus connus. Et puis, à la limite, vous avez même maintenant des mirrorless en moyen format, donc qui ont des capteurs qui sont plus grands que le 24-36. Donc, c'est un système qui a le vent en poupe. Ça explose toutes les ventes d'appareils photo en ce moment. Pour moi, c'est l'attrait de la nouveauté, parce que en fait, il y a beaucoup de sujets que c'est pas capable de traiter correctement, notamment les sujets où vous avez quelque chose qui bouge très très vite. Voilà, genre les meetings aériens avec un hybride, je demande à voir. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'emmènerais pour faire un meeting aérien. Pour la photo animalière, c'est différent, parce que, enfin, photo animalière d'animaux terrestres, hein, parce que la photo animalière d'oiseaux en plein vol, je demande à voir aussi. Alors qu'avec un réflexe optique, ça marche impeccable. Donc, on a dans les points positifs, donc il y a la possibilité de taille du capteur. Voilà. On a une variété d'optiques, du fait que ces mirrorless sont des appareils nouveaux dans le monde de la photo, et que pour une fois ils ont réfléchi un peu avant de faire leur bazar. Les montures généralement des mirrorless c'est beaucoup plus courtes que les montures des systèmes réflexes d'avant, puisqu'il n'y a pas besoin de laisser la place pour le miroir, donc ils ont gagné ça. Et donc du coup, on trouve très facilement sur eBay, de toute façon on trouve tout sur eBay, on trouve très facilement sur eBay des bacs d'adaptation qui permettent de monter n'importe quelle optique de n'importe quelle marque, quasiment sur n'importe quel hybride. Voilà. Même les hybrides moyen format ont des bacs pour utiliser certains objectifs de 24-36 qui couvrent en fait plus que le champ, hein, et qui couvrent quasiment jusqu'au bord du moyen format. Sachant que le moyen format, c'est du 30-40 mm, hein, c'est pas du 36-48 ou du 40 par 50 par 50 et quelques, ou du 48 par 50 et quelques millimètres. Hein. C'est les hybrides, je pense au Fuji GFX ou au Panasonic dont j'ai oublié. Non, c'est pas un Panasonic. Non, je pense au Fuji GFX. Et puis ils en ont sorti un autre, ils en ont sorti deux modèles, et puis bien sûr un Hasselblad X1D. C'est quasiment la plus petite matrice que l'on peut appeler moyen format qu'ils ont mis dedans. Voilà. Donc, bon, variété d'optiques possible via des montages. Alors, je me permets d'attirer votre attention sur le fait qu'il faut faire attention. Avant d'acheter ce type de bague, il faut vérifier sur les forums et dans votre mode d'emploi, enfin dans le mode d'emploi c'est pas marqué, mais dans le forum, sur les forums, poser la question de savoir si ça fonctionne, si toutes les fonctionnalités fonctionnent. Parce que par exemple moi sur mon petit hybride Nikon, j'ai acheté la bague à 30 € sur eBay plutôt que d'acheter celle à 200 € de chez Nikon. Mais comme il n'y a pas de contact électrique dans la baïonnette, et donc il n'y a pas de puce et ni rien dans l'adaptateur, eh bien la fonction loop ne fonctionne pas. Donc vous pouvez faire la mise au point, mais sur l'image entière. Vous ne pouvez pas zoomer dans l'image pour quand vous faites la mise au point. Donc du coup, c'est inutilisable. Voilà. Donc, mais bon, après tout, ça m'a permis de voir que je ne pouvais pas utiliser ça et qu'il fallait que j'en achète une autre. Et du coup, j'ai cherché et puis j'en ai trouvé une d'occasion pas chère. Donc, comme d'habitude, lisez les modes d'emploi. Même si ça, c'est pas marqué dans le mode d'emploi. Alors, ce qui est intéressant dans les hybrides, c'est la taille des boîtiers. Alors, effectivement, la taille des boîtiers, du fait qu'il n'y a pas de miroir et tout ça, on a des boîtiers qui sont plus fins quand même, qui ne sont pas forcément plus petits en encombrement. Et puis, de toute façon, c'est fait pour être utilisé par des êtres humains avec des mains d'une taille normale.
Donc ça n'a pas changé, et donc du coup, voilà, on gagne un peu en taille du boîtier, c'est pas mal. Alors, l'autre intérêt de l'hybride, c'est qu'on a la visualisation de l'image finale à la prise de vue. C'est-à-dire que comme on regarde sur un écran, ou sur un écran où on va voir plus tard dans un EVF qui s'appelle Electronic Viewfinder, qui veut dire viseur électronique, comme on regarde sur un petit écran, dans un oculaire, chose comme ça, une fois qu'on a déclenché, on peut paramétrer l'appareil pour qu'il vous fasse apparaître 3-4 secondes la photo finale, et donc ça permet de voir si c'était bien exposé, choses comme ça. On peut avoir aussi gros avantage à la prise de vue des aides au cadrage, avec notamment ce qu'on appelle un horizon artificiel. Donc l'appareil vous dit si vous penchez trop à gauche, trop à droite. Alors ça c'est pas mal, moi c'est quelque chose dont je me sers très très fréquemment, parce que notamment avec les grands angles et tout ça, on a du mal à voir, et puis on se concentre sur son cadrage, choses comme ça, on a du mal à voir si on n'est pas un peu en biais ou choses comme ça, et c'est vrai que ça c'est très très pratique. Dans les inconvénients, j'ai remarqué que c'était cher. Effectivement, les hybrides sont quand même relativement chers par rapport à leurs possibilités, et bien sûr plus vous augmentez la taille du format du capteur, plus c'est cher à prendre en compte. C'est d'autant plus cher que si on inclut dans le prix de l'appareil photo les objectifs. Alors, pas forcément les objectifs d'une manière générale, et les optiques que l'on aimerait bien avoir d'une manière particulière. Voilà, parce que ce sont des comment ça s'appelle, ce sont des optiques spécifiques, notamment sur les grands angles et des choses comme ça, sur les focales entre guillemets standards, donc un angle de champ de 45 degrés avec jusqu'au grand angle. Donc, parce que pour les focales plus longues, comme je vous ai dit, on peut mettre des adaptateurs et utiliser des objectifs d'ancienne génération, d'autres marques et ainsi de suite, qui peuvent être intéressantes, mais avec lesquelles vous allez vous retrouver totalement en mode manuel, et voir parfois si votre appareil est bridé par un ingénieur facétieux, vous n'aurez même pas accès à certaines fonctions. Donc on ne peut pas prendre cette qualité de pouvoir monter des objectifs anciens comme étant... il faut le prendre comme une possibilité de création artistique en utilisant des objectifs anciens, mais il ne faut pas le prendre comme un mode de fonctionnement de base. Voilà, donc, parce que vous allez être rapidement ennuyé pour plein de choses. Donc ça, on le verra dans comment construire un système. Mais grosso modo, vous ne pouvez pas spécialiser à ce point votre appareil dès le début. Donc au début, il faut... moi, je vous conseille dans le début d'acheter le kit de base avec l'objectif de la marque de base et des choses comme ça. Après, quand vous changerez, quand vous aurez d'autres optiques et des choses comme ça, oui, vous allez vous dire oui, mais finalement j'ai acheté l'objectif pour... oui, mais enfin, l'objectif du kit de base, finalement, il n'est pas si mauvais que ça, et puis il est loin d'être mauvais d'ailleurs, et puis surtout, vous avez tous les automatismes avec, vous avez toutes les fonctionnalités avec, et voilà, et vous avez un objectif entre guillemets pour vous faire de la photo résolue, fine, comme ça. On pourra avoir mieux résolu, plus fine, avec un objectif plus cher, on est d'accord, mais vous avez déjà un bon point de départ. Donc ces hybrides-là, je pense aux micro 4 tiers, je pense aux APS-C, je pense même aux CX. Hein. Quand on commence à additionner le prix du boîtier plus le prix d'une focale, de la focale standard du kit, plus qui est le très grand angle ou choses comme ça pour faire de jolies photos d'architecture, de jolies photos d'intérieur, de monuments, et de choses comme ça, ça commence à être finalement très cher. Voilà.
Alors, la prise en main est pas terrible parce que c'est volontiers une prise en main à bout de bras, des choses comme ça, on n'est pas stable du tout. Il y a des modèles qui ne permettent pas du tout d'avoir de viseur en complémentaire. C'est le cas notamment des Nikon One. Et puis, quand il y a un viseur, c'est volontiers un viseur électronique type EVF, donc c'est des tout petits écrans avec des tout petits oculaires, c'est pas la crème du viseur, et ainsi de suite. Donc les viseurs électroniques sont volontiers décevants. Un autre inconvénient, c'est au niveau de la connectique et des boutons, parce que ce sont quand même des boîtiers compacts, des boîtiers tout petits, et des choses comme ça, donc on est loin d'avoir un bouton par fonction, on est loin d'avoir les prises micro, par exemple, si vous voulez faire de la vidéo, avoir une prise de micro, tout ça c'est indispensable. Là par exemple, je m'enregistre avec splendide micro cravate, et je suis branché sur la prise micro, voilà, pour faire des vidéos, des choses comme ça. La prise éventuellement, enfin bon, les connectiques sont merdiques, et même il n'y a pas forcément de connectique pour un déclencheur filaire, pour un déclencheur souple, pour pouvoir déclencher de loin sans appuyer sur le bouton. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder d'assez près avant de plonger là-dedans. Dans la série mirrorless, il y a une catégorie qui est à part, donc c'est un peu décalé, qu'on appelle les télémétriques. Alors les télémétriques, l'archétype du télémétrique, c'est le Leica, donc Leica M, série M. Il y a eu très peu de marques tierces qui ont fait des télémétriques en numérique. À ma connaissance, il n'y a que Epson avec le RD1. Enfin voilà, bon, chez Leica, donc Leica c'est une marque allemande très chère, Chez Leica vous avez des télémétriques qui sont finalement des mirrorless avec un système supplémentaire qui est un système mécanique qui permet de faire la mise au point à travers un viseur qui est au-dessus et on divise la voie en deux et puis on fait converger et on superpose les images et ça fait la mise au point. Donc le télémétrique est un cas à part, d'abord parce qu'il est quasiment représenté plus que par une seule marque, à savoir Leica, et je parle des vrais télémétriques, je ne parle pas des ersatz qu'a fait Fuji avec le X Pro 1, X Pro 2, où ça c'est n'importe quoi, c'est un hybride avec un viseur optique au-dessus, c'est pas un télémétrique. Le gros avantage du télémétrique, c'est que justement il a ce système de mise au point télémétrique qui est finalement très très rapide à utiliser, parfois plus rapide qu'un autofocus, quand on l'a bien en main, c'est pas mal. Donc en avantage, alors là je vous en ai listé une tonne, donc en avantage on a deux formats qui existent, on en a eu un en APS-H qui est le Leica M8, mais le Leica M8 ça commence à avoir 10 ans, donc on oublie, et après vous avez des format full frame 24-36 chez Leica, il y a du DX, donc de l'APS-C facteur 1.5 chez Fuji. C'est quand même bien costaud, c'est durable, ça fonctionne bien, voilà. En point positif, on a un choix d'optique qui est vraiment très très intéressant parce que il y a beaucoup d'optiques symétriques qui offrent donc des qualités de distorsion et de correction d'aberration qu'on est loin de trouver dans les autres systèmes réflexes plus grands ou même chez les hybrides, parce que ça implique d'avoir l'objectif très très près du capteur et le problème c'est qu'on a des faisceaux qui arrivent très très inclinés et ça il y a quasiment que Leica qui a résolu le problème en faisant faire des capteurs spécifiquement pour eux. Les autres, ils se contentent d'aller piocher dans le catalogue Sony pour leurs détecteurs, pour leurs capteurs, et puis ils prennent ce qu'il y a, et voilà. Alors que Leica a vraiment fait faire des capteurs CCD, des capteurs CMOS, spécifiquement pour ces objectifs, et donc qui encaissent très très bien les objectifs symétriques de courte focale.
En tout cas, beaucoup mieux que les autres. Donc on a une mise au point rapide grâce au système de télémétrique. Comme le système télémétrique est un système en dehors de la visée principale, alors on a l'inconvénient du fait que l'objectif est là, et puis nous on regarde là, et donc on a ce qu'on appelle la parallaxe, mais le viseur est compensé pour la parallaxe. Mais par contre, si vous utilisez des filtres de densité neutre, ou des filtres infrarouges, ou des filtres, c'est déjà pas mal, qui opacifient totalement la visée, là, vous faites la mise au point comme en plein jour, parce que ça passe au-dessus du filtre. Donc, pour la mise au point, et donc ça pose aucun problème. Vous avez le système Visoflex ou de VF. Alors, Visoflex est un système à part. Je ferai une vidéo pour le système Visoflex, histoire de faire chier, pour vous montrer à quel point c'est bien. Et puis sinon, vous avez des EVF, Electronic Viewfinder, sur certains boîtiers, comme le M240, le M10 et suivant, qui permet donc là d'avoir comme un hybride de la ligne du dessus. C'est pour ça que je l'ai mis dedans. On a une rapidité de déclenchement qui est absolument phénoménale, parce que la fonction télémétrique permet de ne pas passer par la lecture du capteur en permanence pour regarder un écran, et ainsi de suite. Donc il y en a une rapidité de déclenchement phénoménale qu'on retrouve nulle part ailleurs. Donc c'est idéal pour les focales courtes et moyennes, et c'est l'appareil pour la photo de rue, pour la street photographie. Alors l'inconvénient, on y va tout de suite, c'est cher. Mais cher à un point que vous n'imaginez pas. Pour les longues focales, c'est au-delà de 135 mm. C'est pas évident. Pour la macro, c'est pas évident, mais on peut en faire. Surtout pour ceux qui ont le VF ou la Visoflex. Le VF, ça touche, je vous dis, le 240 et le M10, 240 toutes les versions, et le M10 toutes les versions. Et la Visoflex, ça touche tous les Leica. Donc on peut faire de la macro avec. Et pour la photo de studio, on a vu mieux. Voilà, on a vu mieux. Après les hybrides, on va attaquer ce qu'on appelle les réflexes. Alors, les réflexes, il y en a de deux types. Il y a réflexe EVF et il y a les réflexes optiques. Alors, dans les réflexes EVF, finalement, c'est quoi? Alors, ça, c'est un truc qu'a inventé Sony. Faire un système de miroir qui se monte et qui descend quand on déclenche, mettre un dépoli dessus, mettre un prisme pour renvoyer la lumière vers l'arrière, ça coûte des sous. Et donc, Sony avait sorti la série A77 et suivant, qui étaient en fait des évolutions des appareils. Sony a racheté Minolta. Voilà, Sony a racheté Minolta. Minolta a fait faillite, et Sony a racheté Minolta et s'est dit je fabrique des capteurs CCD, j'achète à un fabricant d'appareils photo moribond, et puis on va mettre les capteurs CCD dans les capteurs CCD Sony dans les appareils photo Minolta, et en 10 ans, on va écraser le marché. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. En 10 ans, ils ont écrasé le marché, c'est-à-dire que Minolta est passé d'une obscure marque oubliée, abandonnée du passage du numérique, à un des trois leaders avec Canon et Nikon dans le segment. Voilà. Donc ça a marché, chose comme ça. Et donc il y a eu une période où ils ont fait ce qu'on appelle des réflexes électroniques. Donc en fait c'est l'intégration, c'est ni plus ni moins qu'un hybride EVF, mais ils ont gardé le tirage optique des objectifs réflexes. Et ça, c'était une erreur, à tel point c'est qu'ils ont arrêté la série. Voilà. Il y a Leica qui fait aussi la même chose avec le Leica SL, qui est un boîtier comme le Sony Alpha 7 ou des choses comme ça. Et voilà. Donc
attention, il y a la série, le Sony Reflex EVF comme le A77, et donc ça c'est abandonné, donc celui à grand tirage mécanique, mais la série Sony Alpha 7, elle continue, avec le tirage mécanique court. Et donc, voilà, donc ça se vend, c'est les meilleures ventes actuellement, tous secteurs confondus. Vous avez le Nikon Z7, Z6 aussi qui est sorti. Il y a Panasonic qui a sorti le S1, Z6, Z7, je mets à jour mon truc, Z7, voilà, tac, et puis Pana S1, voilà, on est en... Contrairement à ce qu'on pourrait penser à la luminosité, on est au mois de juin 2019. Voilà. Et il pleut. Donc, l'intérêt de ces boîtiers, c'est que donc Reflex EVF, à part la série que Sony a abandonnée rapidement, la 77 et ainsi de suite, avec les objectifs A, et non pas alpha, A, voilà. Donc l'intérêt, c'est qu'on a de grandes gammes optiques. Voilà. Donc au début, quand Sony est sorti, on dit ah ouais, le boîtier est bien, mais il n'y a pas les optiques, il n'y a pas les optiques, il n'y a pas les optiques. Bon ben ça, là on est à la génération 3 de la série Sony Alpha. Maintenant, vous avez toutes les optiques que vous voulez, le 85-1.4 et ainsi de suite. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la série en Sony pas cher, en Sony cher, en Zeiss, vous avez les optiques Zeiss en monture FE, voilà, donc grosso modo, une focale et une ouverture. Par exemple, si vous cherchez un 55 1.8 ou un 85 1.4, bah, vous avez le choix quasiment entre trois objectifs, entre le Sony cher, le Sony pas cher et le Zeiss très cher. Chez Leica, c'est un peu plus récent, donc ça a 2 ans, 3 ans maintenant, le Leica SL. On attend de voir comment ils vont réagir avec, par rapport à la sortie des Nikon Z et puis du Panasonic S1 et S1R. On va voir, donc on attend avec impatience le Leica SL2. Voilà. Enfin, ah bon. Donc, en point positif, on a la gamme optique native pour le modèle, et gamme optique de marque tierce que l'on peut utiliser avec des bagues et choses comme ça. Donc on trouve pour le Sony beaucoup plus facilement de bagues adaptatrices qui conservent les autofocus, à tel point c'est que par exemple, ou chez Sony en tout cas, il y a une bague, voilà, vous montez votre objectif de réflexe 24-36 Canon autofocus, et puis l'autofocus fonctionne, l'appareil fonctionne, et il n'y a aucun souci, quoi. Donc, voilà, paraît-il. Moi j'ai pas ça, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu de gauche et de droite. Donc on a les gammes optiques, on peut faire de la macro, donc on a une variété d'optiques chez Canon, chez Pentax et ainsi de suite. On a, comme tous les mirrorless, on a la visualisation de l'image finale dans le viseur. Ça existe en format DX et en format 24-36. Alors le format DX, il est intéressant pour les longues focales. Le format 24-36, il va être intéressant pour les courtes focales. Voilà, donc et la série DX, c'est Alpha 6300, 6400, 6200 pour le format DX chez Sony, et le 24-36, c'est la série des Alpha 7, donc Alpha 7S, Alpha 7R, Alpha 7, et ça se décline en 3 générations. Donc la génération 1 qui n'a pas de 1, la génération 2 qui est donc Alpha 7 2, Alpha 7 R2, Alpha 7 S2, et la génération 3, on a l'Alpha 7 3, Alpha 7 R3, et je crois
que l'Alpha 7S3 n'est pas encore sorti, mais il devrait pas tarder. Alors, les inconvénients. La qualité du viseur. Alors, il y a eu Bièvre en début du mois. Il faisait beau ce jour-là. J'ai regardé à l'intérieur d'un Sony Alpha 7 R3, donc la dernière génération, avec soi-disant un des meilleurs viseurs EVF du marché. Ben, c'est pas ça. C'est pas terrible. C'est dégueu. C'est pas terrible. Moi, j'aime pas. Voilà. Et je me vois mal faire un meeting aérien ou essayer de faire une photo d'oiseau en plein vol avec ça. Donc, un inconvénient, la qualité du viseur. Autre inconvénient, le délai au déclenchement. Comme il y a du délai. Vous appuyez, ça déclenche après, des fois beaucoup après. Alors, j'ai marqué un inconvénient, parce qu'il fallait bien mettre quelque chose en inconvénient, mais faut moduler la chose. Quand vous aurez bien fait vos gammes, quand vous aurez bien pris en main votre appareil photo, quand vous le posséderez, pas financièrement, mais quand vous le posséderez, quand vous saurez exactement où sont tous les boutons, toutes les fonctions, et choses comme ça, vous allez apprendre et réussir à anticiper cette latence au déclenchement. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai fait 3 meetings aériens dans ma vie, avec des croisements d'avions, et à chaque fois je l'ai fait avec un boîtier que je connaissais très très bien, et les croisements, je suivais mon avion, je suivais un des deux avions, et l'autre je l'écoutais. Je lui disais ça va venir, et je déclenchais dans le mouvement, clac. J'ai raté aucun de mes croisements d'avion. Parce que je sais quand ça déclenche par rapport à comment j'appuie et choses comme ça, et donc mon ordre n'est pas d'appuyer sur le bouton, mais c'est de déclencher à ce moment-là, donc j'anticipe le mouvement, et choses comme ça. Et c'est quelque chose que l'on réussit très très bien à faire, des choses comme ça. Donc le délai au déclenchement, je pense que ça va être un inconvénient au début, mais au bout de quelques centaines ou quelques milliers de photos, ça ne devrait pas être un problème. Un autre inconvénient, la luminosité de la visée. Alors, comme on a un système éclairant derrière, donc on a un petit écran qu'on regarde à travers un oculaire, la luminosité de la visée est trompeuse. Voilà. Comme tout réflexe, on a un phénomène, on a un effet tunnel, c'est-à-dire qu'on est complètement enfermé dans ce truc, on ne voit pas à gauche, on ne voit pas à droite, mais ça c'est valable pour tous les réflexes, sauf la visoflex sur le Leica M8. Donc ça, voilà, on a toujours un système, on ne voit pas ce qui se passe en dehors du cadre du champ, et ça c'est bien gênant. Alors que le télémétrique, lui, on voit en dehors du cadre du champ, et c'est très agréable, notamment pour la photo de rue, la photo de foule, la photo de manifestation où il y a du monde, ou même la photo de famille pour voir. Voilà, vous avez photographié le gâteau, puis tout d'un coup, il y a le gamin, et la main du gamin, vous dites, ah, il faut que je me dépêche de déclencher, parce qu'après, ça va faire splash. Voilà. Avec le VF, il y a aussi le problème de la résolution de l'écran. Donc vous regardez à travers un écran qui n'a pas beaucoup de résolution. Donc grosso modo, vous regardez votre image, c'est comme si vous regardez votre image sur un vieil écran cathodique. On n'est pas loin de la résolution de l'écran cathodique. On l'a dépassé, mais pas depuis longtemps. Et voilà, c'est-à-dire que vous regardez sur un écran avec 2 millions de pixels ou des choses comme ça. C'est pas terrible. Là, la qualité d'image que vous voyez, là on est en 1080p par 1900 points, c'est quasiment la résolution de votre EVF, quoi. On n'est pas loin des 2 millions de pixels. Donc la qualité quand même n'est pas terrible. Après, un des gros inconvénients de ces systèmes-là, que ce soit le Leica SL, le Nikon Z6, Z7, le Panasonic S1 ou la série Sony Alpha 7,
c'est l'encombrement global des trucs. Voilà. C'est-à-dire que bon, les boîtiers sont plus petits quand on les met côte-côte, mais comme tous ces gars-là, tous ces fabricants-là, n'ont pas exactement résolu le problème des focales courtes proches du capteur, on se retrouve volontiers avec des objectifs éloignés du capteur. Et donc du coup, le format global de l'ensemble boîtier plus objectif se rapproche très près, voire même dans certains cas dépasse le cas des réflexes à miroir optique. Et donc du coup, on commence à se demander, c'est qui le dindon de la farce, parce que finalement, ils m'ont enlevé ma cage réflexe. Alors effectivement, les capteurs qu'ils ont mis digèrent mal, même le Leica Flex, même le Leica SL, donc de chez Leica, il digère pas très bien les optiques Leica des télémétriques qui sont faits plus courts, quoi. Donc voilà, c'est pour dire, tiens, je vais pouvoir utiliser que les focales de 50 mm et plus de la série Leica M. Hein. Le télémétrique, c'est le Leica M. M comme pour Messerschüsser, qui veut dire télémétrique. Donc du coup, on se retrouve quand même avec des systèmes, avec des objectifs qui sont bien encombrants, des choses comme ça. Et ça, c'est pas marqué dans les publicités, ils s'en vantent pas trop. Et les optiques, on les a attendues longtemps, et en final, on a eu des optiques quasiment identiques à celles des réflexes optiques. Donc, pensez que vous allez gagner du volume, voire du poids en passant au mirrorless. Il faut bien lire les docs techniques et bien faire ses additions pour voir si on y gagne ou pas. Voilà. Si vous regardez un SL avec son zoom, alors c'est 90, 180 ou un truc comme ça, en plus il y a une valeur comme seul Leica s'est en inventé. Donc c'est une valeur un peu bâtarde par rapport aux 70, 210, des choses comme ça. Enfin bon, regardez bien ça parce que vous risquez d'être un peu déçu. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les réflexes à viseur électronique, type Sony Alpha 7, Leica SL, Nikon Z6, Z7, Panasonic S1 et S1R. Canon en a sorti un, mais je ne me souviens plus comment il s'appelle. Mais c'est la même problématique. Voilà. Les réflexes optiques à miroir. Alors les réflexes optiques à miroir, donc on a dans la cage du réflexe un miroir qui se lève pour pouvoir prendre la photo et qui se rabaisse après avoir pris la photo. Donc dans cette série-là, vous avez Nikon D3000 et quelque chose. Donc là, on doit être au 3400 ou 3500. J'ai pas vérifié, j'ai pas révisé. D5300, 5600 et des 7000 et 7000 et quelques. Ça, ce sont pour les formats DX chez Nikon. Chez Canon, vous avez le 12000D, alors chez Canon ils mettent le D à la fin, chez Nikon on met le D au début. Voilà, donc ça ce sont pour les réflexes d'entrée de gamme, par exemple 3300, 3400, D 3400, D 3400 par exemple. Chez Nikon, où vous allez avoir la version Pro APS-C qui est le D500 chez Nikon par exemple. Et puis vous allez avoir les versions 24-36 comme le D800, D810, D850, D750, D700, D4, D5, on attend le D6 pour bientôt. Alors, dans les avantages du réflexe à miroir optique, bon, on a quand même des gammes optiques absolument fabuleuses parce que
que ce soit chez Nikon ou que ce soit chez Canon, ils ont repris la même baïonnette que la version argentique juste avant, et donc il y a un catalogue de focales absolument faramineux. Ça va du fisheye, 180 degrés d'angle de champ, jusqu'au téléobjectif de 60 cm, 600 mm de focale, 800 mm de focale, et peut-être même un peu plus en cherchant bien. Donc il n'y a aucun souci pour trouver l'angle de champ que vous voulez. C'est idéal aussi pour la macro, parce que la visée, on voit vraiment ce qu'on fait, et ainsi de suite. On a une finesse d'image dans le viseur qui est quand même relative, qui est meilleure qu'un EVF, qui est meilleure qu'un EVF. On a une variété d'optiques, que ce soit Canon, Pentax, Nikon et tout ça, c'est pouf. On a la visée à pleine ouverture. Donc vous faites votre mise au point à pleine ouverture, puisque c'est quand vous déclenchez que le diaphragme va se refermer à la bonne valeur. Donc vous faites la mise au point à pleine ouverture, donc ça vous permet de discerner beaucoup mieux. Ça vous permet de discerner beaucoup mieux l'endroit où vous faites la mise au point. Et bien sûr, quand vous faites la visée à pleine ouverture, vous ne voyez pas du tout l'étendue de la profondeur de champ que vous n'aurez que le diaphragme fermé. Certains boîtiers ont un bouton pour fermer le diaphragme, ça s'appelle le test de profondeur de champ. J'en ai pas parlé dans la profondeur de champ, j'aurais pu. Si vous avez ce bouton-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut laisser le temps à son œil à s'habituer à l'assombrissement lié à la fermeture du diaphragme, de façon à pouvoir lire correctement l'image sur le dépoli. Voilà. Alors, j'ai marqué le bruit. Alors, pourquoi j'ai marqué le bruit? C'est plutôt bruyant, les miroirs à réflexe, mais enfin bon. Pourquoi je l'ai mis dans l'avantage, je ne saurais pas dire. Je me souviens plus. Alors, dans les réflexes à miroir optique, on va avoir, comme d'habitude, un avantage pour le format DX pour les longues focales et un avantage pour les grands angles avec le format FX 24-36. Voilà. Et les appareils modernes offrent en plus le Live View qui vous permet finalement d'avoir le comportement d'un hybride, sans avoir l'avantage de pouvoir monter des objectifs de marque tierce très très différentes, du fait que ces boîtiers-là ont un tirage mécanique, donc la distance entre la baïonnette où on monte l'objectif et le capteur qui est beaucoup plus importante que sur les hybrides et les bridges. Et donc du coup, il y a moins la possibilité de mettre une bague. Et là, il faut reconnaître que par exemple Canon a fait très fort quand ils ont fait leur système EOS dans les années 85-90, 85 plutôt, voire même peut-être avant, parce qu'ils ont fait une baïonnette, un tirage mécanique relativement court, et en plus ils ont fait une baïonnette de diamètre très très important, ce qui fait que notamment on peut monter des objectifs Nikon via une bague sur un Canon EOS, sur un Canon digital. Alors que l'inverse n'est pas possible. D'abord, l'inverse n'est pas possible parce que forcément, si le boîtier est plus court chez Canon, l'objectif est entre guillemets plus grand. Et donc, l'objectif Canon va être, si on monte sur un Nikon, il va aller trop loin. On ne pourra pas faire la photo à l'infini. Et puis, comme en plus il y a une baïonnette qui est trop grande, on ne pourra même pas le visser dedans, et choses comme ça. Voilà. Donc, pour ça, il faut reconnaître qu'il y a un avantage au boîtier Canon. C'est peut-être le seul. Hein. Donc, voilà. Par rapport au Sony Alpha 7 ou au Nikon Z6, Z7, les boîtiers Canon sont un peu à la ramasse. Voilà. Les inconvénients. Les inconvénients, éventuellement, le test de profondeur peut être absent. Donc, c'est un peu gênant. Le test de profondeur de champ, quand il n'y en a pas, ça manque, et quand il y en a, on ne s'en sert pas. C'est une fonction qui a tendance à disparaître chez Nikon. Par exemple, là j'ai un D5300 qui ne l'a pas. Non, il ne l'a pas, je vérifie. Oui. Voilà. Bon. Faut vivre avec. Donc, l'autre inconvénient, quand ils ont fait les boîtiers au format DX, ils sont partis de boîtier 24-36 et ils n'ont pas du tout retravaillé les viseurs. Et donc, ils sont contentés de limiter le format du viseur
et du coup, c'est pas qu'on ne voit pas l'image suivant un angle très important, donc on la voit pas grande, on voit l'image petite, voilà. C'est-à-dire que sur un 24-36, bon, c'est comme si je voyais l'image là, et puis sur un DX, pardon, excusez-moi, je ne suis pas du bon côté. Donc sur un 24-36, c'est comme, voilà, comme si je voyais l'image là, à cette distance-là, et puis sur un DX, ouais, on a l'impression de l'avoir à cette distance-là. Donc toujours ce facteur de crop de 1,5 qui se balade, comme ça. Donc on voit en fait l'image sur un truc plus étroit. Et du coup, il faut reconnaître que on a un effet tutelle qui est plus important, on se sent plus enfermé dans ce viseur étriqué, et le grandissement sur l'image, on ne voit pas très très bien la finesse du truc. Et donc du coup, entre un EVF de qualité douteuse et un format DX, un réflexe DX, truc comme ça, on peut commencer à se poser la question entre l'un et l'autre, lequel va être le plus agréable à utiliser. Par rapport à un 24-36 réflexe, là, il n'y a pas photo. Hein. C'est le 24-36 réflexe à miroir qui est le mieux. C'est plus gros que le Sony, que les réflexes à EVF. C'est plus gros le boîtier. Mais le boîtier plus l'optique, comme je vous ai dit, faut regarder parce que des fois on a des surprises. C'est plus cher. Globalement, c'est plus cher parce que le mécanisme du miroir et le prisme de renvoi et ainsi de suite, ça coûte cher, et donc ça coûte plus cher qu'un petit écran électronique avec une lentille derrière pour faire loupe. Hein. Et la mise au point manuelle est relativement difficile, et à cause du calage du miroir qui doit être très très précis. Et c'est pas pour rien que dans ces types de réflexes là, ils ont enlevé ce qu'on appelle le télémètre de Dodin ou le stigmomètre, qui est un système de prisme qui permet de faire la mise au point, parce que si on fait la mise au point sur un poteau, on voit le poteau on voit le poteau qui se déplace comme ça, parce que l'image est coupée en deux, et puis ça fait la netteté quand le poteau est droit, et voilà. Donc du coup, voilà. Moi par exemple, j'ai acheté un D5300 pour faire les vidéos sur YouTube, mais bon, je suis même pas sûr d'avoir fait beaucoup de photos avec, quoi. Voilà. Et la mise au point est effectivement assez délicate. Alors on a un système d'autofocus qui, avec un télémètre électronique, qui vous allume une petite diode verte pour vous dire oui, la mise au point manuelle est faite. Voilà. Mais par exemple, bon, pour tout ce qui va être macro, tout ce qui va être fort grandissement, choses comme ça, peut-être que ce serait plus simple de passer par le live view quand il y a le live view. Voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur les réflexes à miroir optique. Les deux dernières catégories, je vais en parler très rapidement parce que le but étant d'être exhaustif, de ne rien vous cacher, mais ça pourrait être un premier achat d'appareil photo. Les deux dernières catégories, donc le moyen format et la chambre, ça pourrait être un choix judicieux de premier appareil photo, mais ça serait quand même gonflé. Et ça serait quand même balèze que de t'attaquer directement là-dedans. Et pour quelqu'un qui n'aurait pas d'expérience photo, ou je lui déconseille, ou je lui dis quand il en voudra plus et qu'il cherchera quelqu'un qui le donnait, qu'il fasse appel à moi. Voilà. Vous pouvez laisser dans vos commentaires. Hein. Bon. Voilà. Donc le moyen format. Donc le moyen format, alors on parle toujours numérique et éventuellement argentique. Donc le moyen format, c'est quoi? Le moyen format, ce sont des formats de capteurs qui sont plus grands que le 24-36. Donc
les appareils moyen format numérique ont quasiment existé avant les réflexes 24-36 numériques. Hein. C'est pas nouveau, hein, voilà quoi. Les premiers. Donc, alors, un moyen format, c'est un appareil photo qui est fait pour prendre une image suivant un format qui est plus grand que 24-36. Les premiers, et donc les premiers appareils que l'on avait pour faire ça, c'était les appareils type Hasselblad ou choses comme ça, qui sont des appareils dont le dos est interchangeable, et ils ont fait des dos numériques qu'on mettait à la place du dos argentique, et les premiers formats de capteurs qu'ils avaient, c'était justement des matrices 24-36, parce qu'ils s'étaient dit, oula, ils ont essayé d'en fabriquer, il y avait eu beaucoup de rebut, c'est très cher, et choses comme ça. Quand je vous dis c'était cher, c'est-à-dire que un dos numérique, de toute façon, en marketing, vous avez des gammes de prix en fonction de ce que vous voulez vendre, au niveau où vous voulez vendre. Et puis, il arrive à un niveau de technicité, aussi bon, aussi élevé soit votre technicité, vous n'arriverez pas à vendre votre appareil parce que vous allez dépasser un seuil psychologique de prix de l'objet, et qui fait que ça ne va pas se vendre, parce que tout simplement ceux qui ne le payent pas, c'est-à-dire ceux qui facturent l'appareil photo sur la comptabilité de leur entreprise, donc ils ne le payent pas, enfin ils ne le payent pas directement, ne peuvent même plus le passer en investissement parce que c'est trop cher. Donc en photo numérique, en appareil photo numérique, le plafond de verre se situe aux alentours de 40 000 €. Donc vous voyez, pour 40 000 €, vous avez une grosse voiture allemande, quoi. Une très grosse voiture française. Quelle petite voiture, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc pour juste quelque chose qui se met au dos de l'appareil photo pour faire de la photo numérique. Et donc c'était très très cher, et ça n'a pas ça a bien marché, hein, ça s'est bien vendu, et ça s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires, hein, peut-être même des centaines de milliers d'exemplaires, à travers le monde bien sûr. Alors l'avantage du moyen format. Et donc aujourd'hui, on peut trouver d'occasion des appareils photo moyen format qui ont 5 ans, 10 ans, et qui sont comparables en résolution, nombre de pixels, et comme ça, avec des 24-36 type réflexe VF. C'est pour ça que je vous en parle. Moi-même, j'ai un moyen format numérique qui fait 33 millions de pixels. Comparé à un Sony de la saison 2 qui fait 24 millions de pixels, ça tient la route, quoi. Voilà. Et quand je l'ai acheté d'occasion, je ne l'ai pas payé aussi cher que... Je ne l'ai pas payé ce prix-là, je l'ai payé à un prix comparable à 33 millions de pixels dans le marché. Voilà. J'ai payé moins cher qu'un Leica d'occasion. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc le moyen format, le gros avantage, c'est qu'on a des gros pixels. Comme on a une matrice qui est plus grande, on se retrouve avec des gros pixels. Donc, on a la résolution angulaire liée aux 33 millions de pixels. Alors maintenant, au jour d'aujourd'hui, on est à plus de 100 millions de pixels en one shot. Et on monte à 200 millions de pixels en multivue. Voilà. Mais le top du top en 2019, pour le moyen format, c'est 100 millions de pixels environ, 100 millions de pixels atteints. Il y a peut-être plus, il doit y avoir, mais en une seule prise de vue, 100 millions de pixels, ouais, ça se fait. Donc l'avantage, c'est qu'on a des gros pixels. Et des gros pixels, ça permet d'avoir des optiques qui sont moins
moins compliqué à calculer parce que il suffit que le diamètre de la tache d'iris soit plus petit que le pixel, voilà, donc les optiques sont plus faciles à calculer. Ça permet d'avoir une faible profondeur de champ puisqu'on a des gros pixels. Alors, non, excusez-moi. Donc, c'est pas parce qu'on a des gros pixels qu'on a une faible profondeur de champ. On a une faible profondeur de champ parce que pour un angle de champ égal, on est obligé d'avoir une focale qui est plus longue. Donc, la profondeur de champ, si vous allez voir la page Wikipédia sur la profondeur de champ que j'ai indiquée sur la vidéo sur la profondeur de champ, quand vous allez faire les calculs, vous allez vous apercevoir que plus vous allez augmenter la distance focale, plus vous allez être obligé de fermer votre diaphragme pour avoir une profondeur de champ identique. Donc, à diaphragme identique, plus vous augmentez la distance focale, plus vous diminuez votre profondeur de champ. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, avec une optique 6.6 qui ouvre à 2.8, on a la profondeur de champ d'une optique 24-36 qui ouvre à 2 et d'une optique APS-C qui ouvre à 1.4, grosso modo. Alors l'inconvénient, c'est que c'est encombrant, c'est que c'est lourd, le choix d'optique est très limité. Alors on va moduler les choses. Si on prend les systèmes anciens, type Hasselblad série H par exemple, le choix des optiques est très limité parce que sur un Hasselblad de la série H, on peut monter quasiment que des optiques Hasselblad de la série H. Excusez-moi, on recommence, je me suis trompé. Hasselblad de la série V. Série 500, Hasselblad 500, choses comme ça. Donc les Hasselblad de la série 500, qui étaient les premiers boîtiers sur lesquels on pouvait monter des dos numériques interchangeables, ça n'a pas été les seuls. Il y a eu le Contact 645, il y a eu la plateforme Mamiya 645, il y a eu la plateforme Mamiya RZ et ainsi de suite, qui ont bien fonctionné. Voilà. Mais grosso modo, ce sont des boîtiers lourds et ce sont des boîtiers où l'obturateur est dans l'objectif et donc on peut monter sur un Hasselblad de la série V que des objectifs Hasselblad de la série V. Donc le choix d'optique est très très restreint, il y en a grosso modo un par distance focale et basta. Ce sont des optiques qui marchent très très bien, qui fonctionnent très très bien, mais on peut se sentir un peu étroit et à la limite on pourrait pratiquement mettre ça dans les systèmes fermés parce qu'il n'y a pas tellement de possibilités. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, l'Hasselblad série V a été abandonné et a été remplacé par l'Hasselblad série H, H1, H2, H3, H4, H5, H6, là on est au H6, qui a une transmission électrique entre le boîtier et l'objectif. L'obturateur est focal, les objectifs peuvent avoir un obturateur central mais il est électronique, donc il est à commande électrique, donc il ne pose pas de problème de couplage et de choses comme ça. Et comme il y a un obturateur focal, on peut monter via des bagues des objectifs d'autres marques. Dans la série, pour être exhaustif, donc vous avez Hasselblad série H, vous avez Leica série S1, S2, on attend le S3 pour bientôt. Vous avez Mamiya 645 et Phase One. Alors Phase One, c'est DF1, DF2, DF3, et ainsi de suite. Voilà. Donc, qui eux acceptent via des bagues des trucs d'autres marques. Donc, le choix d'optique, à voir. Il n'y a pas beaucoup de possibilités, mais il y en a. Le SAV, le SAV, il se fait que dans la marque. Hein. Donc, vous avez grosso modo un SAV par pays, hein, voire un SAV pour le monde. Hein. Donc, quand vous avez un souci, votre boîtier, il repart en Suède pour Hasselblad, il repart au Japon pour Phase One, et ainsi de suite. Voilà. Donc, du coup, votre boîtier que vous avez payé très très cher, s'il y a un petit souci ou n'importe quoi, vous ne vous voyez pas pendant 3 mois. Chez Leica, pareil. Donc le prix, si vous dites que la photo c'est cher, la photo moyen format c'est très cher. La rapidité d'utilisation, parce que bon, ce ne sont pas des boîtiers, c'est-à-dire que ce sont des boîtiers qui ont 10 ans d'avance sur tout ce qui est partie numérique, et qui ont à peu près 10 ans de retard sur toute la partie du boîtier, autofocus, pose mètre, et ainsi de suite. Quoi, voilà.
Et le choix d'occasion est relativement restreint parce que typiquement ce genre de boîtier ne se revend pas d'occasion. Vous le faites reprendre par celui qui vous l'a vendu pour en racheter un neuf plus gros, plus beau, plus neuf. Et donc du coup, le seul endroit où on en trouve facilement d'occasion, c'est chez celui qui les vend neufs. Parce que c'est lui qui monopolise. D'abord, il sait où ils sont et qui va voir le gars en disant « Ah, ça fait 3 ans, 4 ans que tu l'as et ça serait bien d'en acheter un autre et tout ça. » Et voilà, il t'en revend un autre comme ça. À tel point, c'est que, en général, ceux qui ne sont pas contents du prix de la reprise essayent de le vendre en direct, mais alors ils vendent des morceaux, ils ne vendent pas des systèmes complets, et donc c'est assez difficile à acheter d'occasion, parce que ce genre de truc, vous n'allez pas trouver des accessoires facilement sur eBay, ou il faut savoir que il vous manque tel cordon, et ainsi de suite, donc c'est pas facile d'acheter d'occasion. Voilà. Voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur le moyen format. Ça donne des résultats quand même pas mal. Personnellement, je suis passé de l'APS-H avec le Leica M8 au moyen format numérique. Et alors je l'ai fait pour deux raisons. Un, j'ai trouvé un boîtier moyen format numérique moins cher qu'un Leica M9 d'occasion, qui était donc la version d'après du M8, donc voilà. Et ensuite, j'avais déjà la gamme d'objectifs qui allait dessus. Parce que j'ai pris un boîtier numérique qui pouvait utiliser des objectifs de moyen format que j'avais déjà argentiques. Voilà. Et donc au global, le passage au moyen format numérique ne m'a pas coûté cher. C'est pas un système que je sors facilement ni volontiers parce que c'est très agréable d'utiliser, c'est très sympa, les résultats sont vraiment très très beaux, mais ça pèse le poids d'un âne mort, quoi. Alors, quand vous avez un sac, 3 objectifs, parce qu'il n'y a pas de zoom, enfin si, il y a des zooms, mais je ne les ai pas. Voilà, donc vous avez un sac, 3 objectifs, 4 objectifs, vous avez l'épaule qui... voilà. Donc il faut tenir la journée avec ça, quand on se balade et tout comme ça. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que le résultat, oui, ça tient la route. Et quoi qu'en disent certaines personnes, le 24-36 à côté, voilà. Et ben moi j'ai un capteur qui fait 36 mm par 48 mm, donc c'est pas non plus le très très grand capteur comme on peut trouver maintenant chez les Phase One P65+, et les suivants. Mais bon, ça marche pas mal, et puis comme je vous disais, j'avais les objectifs, donc voilà. Voilà donc à peu près tout ce qu'on peut dire sur le moyen format. Après j'ai racheté un FX, un 24-36, c'est pas mal, c'est gentil, mais ça vaut pas le moyen format à un nombre de pixels égal. Donc voilà tout ce qu'on pourrait dire sur le moyen format. Le dernier item, c'est la chambre monorail. La chambre, ce qu'on appelle la chambre photographique. Alors, la chambre photographique, j'en ai pas amené ici et j'en ai pas à portée de main. Je ferai une vidéo spécifiquement sur la chambre, mais plutôt vers la fin, plus par amusement que par autre chose. Donc la chambre photo, c'est en fait l'ancêtre de tous les appareils, puisque les premières appareils photo utilisés par Daguerre et consorts étaient en fait eu ce principe-là, c'est-à-dire que c'est un cadre avant avec une optique, un cadre arrière avec un support où on mettait des plaques de verre, du film ou des capteurs, et avec un gros soufflet, et puis on avait le drap, et ainsi de suite. Alors j'en parle toujours dans le but d'être exhaustif.
D'un point de vue numérique, il y a eu assez peu de possibilités numériques avec les chambres. Il y a eu des dos scanners, phase one qui faisaient ça. Alors, la surface de capture est relativement petite, puisque c'est 5 cm, non, c'est 6 cm par 7 cm, grosso modo, 6 cm par 7 cm. Et donc c'est comme un scanner à plat, sauf qu'il a une toute petite zone de capture, hein, enfin 6 cm par 7 cm, quand même c'est relativement grand. Et comme c'est un scanner, bon, ça passe. Le scanner a deux avantages. Le premier, c'est que l'élément capteur, le capteur en lui-même est relativement peu cher parce que c'est une ligne de capteur, donc il y a finalement très peu de pixels, c'est-à-dire que si vous prenez une barrette de CCD ou une barrette de CMOS qui a 8000 pixels, il n'y a que 8000 pixels, et c'est 8000 pixels que vous baladez sur toute la largeur de la fente pour obtenir la taille de l'image. Donc le capteur en lui-même n'est pas très cher, et la preuve, dans n'importe quelle imprimante maintenant, dans n'importe quel photocopieur que vous avez maintenant, ou vous avez des scanners à plat. En fait, vous avez un scanner à plat, et puis après, vous avez une imprimante laser, voilà, et vous avez fait une photocopieuse, quoi. Donc, le composant n'est pas cher, beaucoup moins cher qu'une matrice, parce qu'il y a beaucoup moins de rebut à la fabrication, et donc le composant lui-même n'est pas cher. Par contre, la mécanique pour le déplacer est très chère, parce que quand vous avez un pixel qui fait 14 microns par 14 microns, il faut avoir un déplacement qui soit bon à 14 microns près. Voilà. L'autre avantage du scanner, c'est que quand vous faites un scan couleur, vous avez en fait 3 lignes de capteurs, et donc vous avez une ligne de vert, une ligne de rouge, une ligne de vert, une ligne de bleu, et du coup à l'enregistrement de votre fichier, chaque pixel a son information complète rouge, vert, bleu. Parce que on se déplace à chaque fois d'un pixel, donc il y a un moment donné en face de votre sujet vous avez le pixel rouge, puis après tac, ça se déplace en face de votre sujet, vous avez le pixel vert, puis après hop, ça se déplace, vous avez le pixel bleu. Donc vous enregistrez 3 images que vous allez superposer, et chaque pixel a son pixel rouge, vert et bleu. Et donc on n'a pas le problème de dématrissage de la matrice de Bayer, et donc on a une résolution du feu de Dieu. Comme on peut avoir avec les capteurs noir et blanc, sauf que là on l'a aussi en couleur. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, le dos de phase 1 d'entrée de gamme faisait 36 millions de pixels il y a 25 ans. Ouais, il y a 25, en 1990-95, voilà. Donc avec une chambre, on mettait un dos, 36 millions de pixels, RVB, c'est-à-dire 36 millions de pixels rouges, 36 millions de pixels verts, 36 millions de pixels bleus. Et le fichier faisait à peu près 100 mégaoctets. Voilà. Bon, l'inconvénient, c'est que ça fonctionne avec des systèmes informatiques totalement obsolètes, et que... alors moi, je suis acheté un sur eBay, toujours, comme d'habitude, et ça a marché très bien, et puis c'est l'ordinateur qui fait fonctionner ça, qui est mort, et puis impossible d'en retrouver un autre, même d'occasion, un truc comme ça, parce que c'est trop vieux, quoi. C'est du SCSI, enfin voilà. Et donc, il y a 20 ans, 25 ans, l'entrée de gamme, c'était 36 millions de pixels, et le haut de gamme, c'était 128 millions de pixels. 128 millions de pixels, il y a 25 ans, avant l'an 2000. Alors, l'inconvénient, c'est que ce type de dos ne supporte absolument pas que le sujet bouge. Mais il ne faut pas qu'il bouge pendant 2, 3 minutes, 4 minutes, le temps qu'on fasse toutes les photos sur toute la surface du bazar. Sinon, ça fait des artefacts de couleurs absolument irrécupérables. Et ça, c'est l'autre inconvénient.
Par contre, le gros avantage, c'est qu'on a des très très gros pixels. 14 microns de pixels, de taille de pixels, c'est énorme. Alors vous allez me dire, oui, mais alors la profondeur de champ, un truc comme ça. Ben non, parce que là, je vous parle d'un format de capteur qui fait 6 cm par 7 cm, grosso modo. Donc là, la focale standard, le 45 degrés de champ, il fait à peu près 100 mm de focale. Donc votre 100 mm de focale, il va avoir besoin d'une profondeur de champ, d'un diaphragme relativement fermé avant de commencer à exprimer 5 cm de profondeur de champ ou 6 cm de profondeur de champ. Donc voilà, ça va être énorme. Et donc les objectifs de chambre, qui sont des objectifs particuliers, symétriques et choses comme ça, eux, ils digèrent très très bien les gros pixels, et donc du coup, ça a beaucoup d'avantages. Alors, les avantages de la chambre. L'avantage de la chambre, c'est que comme on a un corps avant avec l'objectif, un corps arrière avec le capteur, et un soufflet au milieu, un soufflet au milieu, c'est mou. Et donc, du coup, vous pouvez bouger vos corps avant, vos corps arrière, l'un par rapport à l'autre. Vous pouvez les tourner l'un par rapport à l'autre. Vous pouvez en tourner un dans ce sens-là, un dans ce sens-là. Les déplacer, ça s'appelle un décentrement. Alors, décentrement vertical, décentrement latéral. Mais là, vous ne le voyez pas. Alors, si on se met dessus, décentrement latéral, d'accord, et puis décentrement vertical. Et puis, vous avez les bascules. Les bascules, c'est des angles de rotation. Et ça permet une gestion de la géométrie de votre image versus et de la perspective que l'on récupère à peine avec les objectifs tilt-shift dans les formats DX ou FX. Alors, j'allais dire tout ça est obsolète, oui et non, parce que je crois qu'il y a toujours un fabricant de nos jours qui fait un dos scanner pour aller sur une chambre. C'est Anagramme, il faudrait que je vérifie ça. Enfin, ils existaient encore il y a 4-5 ans, il faudrait vérifier et voir si ça existe toujours. Avec les chambres, il y en a qui mettent des dos moyen format, donc qui ont des formats de grosso modo 45 mm par 50 mm et quelques, et puis ils le déplacent, pouf pouf pouf. Alors encore avec ça, on peut pas faire de photos instantanées, puisqu'il faut faire 4 expositions pour faire tout le schéma, 4 expositions, 6 expositions, et choses comme ça. Mais pour le paysage et l'architecture, ça passe. Et du fait que la chambre à démouvement, c'est un appareil idéal pour tout ce qui est architecture, pour tout ce qui est où on doit restituer de manière parfaite la géométrie de l'objet. Donc les inconvénients, le choix des optiques en focale courte, parce que les chambres ont été majoritairement dessinées pour des formats de 4 pouces par 5 pouces, donc 100 mm par 125 mm, voire plus grand, 20 cm par 25 cm. Et la mécanique est faite pour ces formats-là, et les angles de bascule, notamment, tout le problème se situe au niveau des angles de bascule, et c'est le même problème pour les objectifs tilt-shift. C'est que les angles de bascule, plus vous réduisez la taille du format, plus vos angles de bascule tendent vers 0. Donc tendent vers pas d'angle du tout. Et donc gérer un angle de 5 degrés, 10 degrés sur une bascule, ça se fait très très facilement avec les moyens mécaniques utilisés sur les chambres. Gérer un angle de bascule de 1 degré, 1,5 degré, eh bien, les systèmes de commande ne sont pas assez fins pour être sûr de voir le demi-degré ou le degré, des choses comme ça. Et de même sur les objectifs tilt-shift, que l'on trouve... alors moi, j'en ai en tilt-shift, pour l'instant, j'en ai que 1,5, donc j'ai le Samyang 24 mm, ça c'est le 1, et le demi, c'est j'ai une bague que j'ai achetée sur eBay, Nikon d'un côté et 42 Avis de l'autre, ou un truc comme ça, qui est tilt-shift, donc qui est tilt, donc je tourne une bague et puis je varie entre 0 et 8 degrés. Alors celle-là, je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est intéressant pour la macro. Cette bague-là, elle fonctionne pas trop mal, et on réussit quand même à apprécier le demi-degré, des choses comme ça. Mais l'objectif Samyang, pour la bascule, il a une denture droite, il a un pignon à denture droite, et donc grosso modo, en un demi-tour, vous faites 8 degrés, un autre demi-tour, vous faites 8 degrés dans un sens, 8 degrés dans un autre. Et donc, on ne réussit pas à le régler finement. Et le problème des chambres, c'est que ils n'ont pas...
ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas réagi assez vite pour réagir à cette problématique du numérique. Et donc, ils n'ont pas réussi à proposer assez rapidement des chambres avec des systèmes à vis sans fin pour les bascules. Et du coup, déjà que le dos scanner était merdique à utiliser, la chambre aussi. Donc, c'est un système qui n'a pas pris du tout. Et ça a surtout pris dans les musées pour reproduire les œuvres d'art, parce que ça c'est parfait, le tableau ne bouge pas, la statue ne bouge pas, et vous avez une colorimétrie, une résolution versus la colorimétrie parfaitement calibrable. Voilà. Et donc c'est très bien pour ça, et vous avez, et à l'époque, 36 millions de pixels, par exemple, quand je vous disais l'entrée de gamme de chez Phase One, c'est Phase One qui faisait ça au début, du dos scanner à 36 millions de pixels, quand la matrice CCD la plus évoluée qu'on avait en dos numérique qu'on pouvait mettre sur un moyen format ou sur une chambre, c'était 24-36 mm et 6 millions de pixels. Hein. Voilà, ils ont commencé à acheter ça, l'équivalent de 40 000 euros. Pour vous donner une ordre d'idée, voilà. De toute façon, le haut de gamme professionnel, c'est 40 000 euros. Voilà, voilà. Mais on en trouve d'occasion. On en trouve d'occasion. Donc, les inconvénients, c'est encombrant. C'est-à-dire que c'est pas un sac photo qu'il faut pour le transporter, c'est une valise. Voilà. Le choix d'optique dans les focales courtes qui était longtemps un problème, bah, bien sûr on l'a résolu, mais avec 10 ou 15 ans de retard. C'était un problème pour les focales et c'était un problème des distances focales. Alors je m'explique, c'est un problème pour les focales, c'est-à-dire que si vous avez un cadre qui fait 6 cm par 7 cm d'enregistrement, vous avez besoin de focales entre 50 mm, 40 mm et 100 mm, qui n'existaient pas avec des finesses pour aller avec les tailles de pixels. Et si vous utilisez un dos moyen format de format plus petit, c'est des focales qui vont commencer à partir de 24 mm et choses comme ça. Et donc ces focales symétriques de chambre n'existaient pas, donc il a fallu que Rodenstock et Schneider, c'est Rodenstock surtout qui s'est collé, je crois, hein, les calculent, les fabriquent, les vendent. Et puis après, le problème c'est qu'un objectif qui fait 24 mm, alors un objectif qui fait 24 mm de focale pour chambre, de la première à la dernière lentille, c'est long comme ça. On va me dire ça ressemble un peu à un 24 mm d'appareil photo 24-36, oui, c'est pas faux, mais il est à 1 cm, 1 cm et demi, je tourne la main, voilà, il est à 1 cm, 1 cm et demi en avant du capteur. Et donc du coup, votre chambre qui était fait pour du 4.5, il était fait pour un corps avant et un corps arrière à cette distance-là. Et donc il faut mettre l'objectif là, donc il faut pouvoir ramener le corps avant à cette distance-là. Et donc là, ça commence à poser des problèmes que des marques comme Sinar ont eu beaucoup de mal à résoudre. Donc le choix des objectifs, les focales n'existaient pas, maintenant qu'elles existent, elles ne rentrent pas dans les chambres. Mais donc du coup, ils ont sorti des chambres spécifiques pour le numérique, comme d'habitude trop tard. Les gens étaient passés au moyen format numérique, et puis maintenant, les professionnels, ils sont passés au Sony Alpha 7 ou des choses comme ça, parce que c'est bien moins cher que les moyens formats numériques. Mais, comme on dit, on en trouve l'occasion. Donc le prix neuf, c'était démentiel. Le SAV, voilà, un endroit dans le monde pour faire réparer son dos numérique, faut espérer qu'il ne ferme pas. Alors l'autre problème, c'est la rapidité d'utilisation, parce que bon, déjà c'est de la photo sur pied, faut sortir, faut déballer le bazar et ainsi de suite. C'est pas évident. Et quand on l'achète d'occasion, c'est complexe à réunir, c'est-à-dire que
Il y a tout un tas de petits merdiers, de petits câbles, de petits adaptateurs, de petites plaques, de petits trucs, de câbles, de choses comme ça, de mires d'étalonnage, de colorimétrie, de choses comme ça. Donc c'est difficile de... Il faut savoir ce qu'on achète. Donc il faut trouver les docs d'époque pour savoir de quoi est composé le système, qu'est-ce qui vient avec le dos, qu'est-ce qu'il doit y avoir comme câble, qu'est-ce qu'il doit y avoir par exemple, chez Synart, il y avait volontiers une plaque avec des trous pour faire, avec des points noirs pour faire la calibration en géométrie ou la colorimétrie, et ainsi de suite. La correction, pour faire l'étalonnage des optiques, la correction de l'aberration chromatique des optiques, et ainsi de suite. Et bon, par exemple, ça, souvent ça manque ou des choses comme ça. Donc il faut savoir exactement ce qu'il y avait dans le kit pour savoir que quand on veut l'acheter, s'il y a bien tout qui vient avec ou pas. Voilà, donc c'est complexe à réunir. Voilà, donc je vais m'arrêter là. De toute façon, j'ai plus rien d'autre à dire. Donc là, on a vu tous les types d'appareils photo qui existent. Donc les appareils photo fermés, où on ne peut pas changer l'objectif. Tout ce qu'on peut faire, c'est mettre des compléments optiques devant, qui sont en général de qualité décevante. Et après, il y a les systèmes ouverts. Et je vous engage à vous orienter plutôt vers des systèmes ouverts, c'est-à-dire des systèmes où on peut changer l'objectif. Voilà. Parce que déjà, si l'ingénieur vous permet de changer l'objectif et que le service marketing vous permet de changer l'objectif, c'est qu'il va espérer vous vendre des objectifs et des accessoires et des choses comme ça, et que donc il va vous proposer quelque chose qui va vous permettre de développer votre créativité, voilà, des choses comme ça. Et donc, force est de constater que avec les systèmes ouverts, on peut s'amuser beaucoup plus, on a beaucoup plus de possibilités, des choses comme ça. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Comme d'habitude, abonnez-vous, un pouce bleu, la totale. Soyez éco pour essayer, comprendre et optimiser. Et faites des images. À bientôt. Au revoir.